Bonjour. Aujourd'hui, la faculté de droit de l'Université catholique de Lille organise un job dating qui accueille des cabinets d'avocats, des entreprises et des organisations internationales dans le but de se faire rencontrer les étudiants et le monde professionnel, de manière à ce qu'il y ait plus d'interactions, et puis aussi pour les étudiants de s'entraîner à l'exercice de l'entretien d'embauche, et puis de sentir un petit peu quelles sont les attentes du marché local, national et international. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui particulièrement d'accueillir Maître Debosc. Maître Debosc, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent, associé au cabinet Bignon-Lebray dans sa branche lilloise, et d'ailleurs créateur de cette société. Maître Debosc, quel est aujourd'hui le développement de Bignon-Lebray? Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre cabinet? Merci, oui, bien sûr. Bignon-Lebray, c'est un cabinet d'avocats donc spécialisé en droit des affaires et très tourné vers l'international depuis longtemps. C'est un cabinet qui a été créé en 1982 à Paris et qui, depuis, a produit des bureaux secondaires à Lille. J'ai moi-même créé en effet le bureau secondaire de Lille en 1990, à Lyon, à Aix-en-Provence et, figurez-vous, maintenant aussi à Shanghai et à Pékin. C'est vous dire l'importance de l'international, d'autant que nous sommes également membres d'un réseau mondial d'avocats de cabinets d'affaires qui s'appelle Meritas et que nous avons à Paris, un Chinese Desk et aussi un Africa Desk, parce qu'on se rend compte qu'il y aura une demande aussi de conseils de plus en plus tournés vers les pays africains, francophones d'ailleurs, de l'espace OADA. Donc on est de plus en plus tourné vers l'international, en Europe, vis-à-vis de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de la Chine et aussi du continent africain maintenant. Nous sommes 80 avocats en tout, dont 25 à Lille. Dans ce contexte, quelles sont les attentes du cabinet Bignon-Lebray et puis peut-être de manière plus générale des cabinets d'avocats quand vous avez un jeune juriste qui candidate soit pour un stage, soit en tant que collaborateur? Alors, compte tenu de l'évolution du monde et de la vie des affaires, compte tenu de l'internationalisation croissante aussi du droit, de la mondialisation qui frappe aussi notre profession, on recherche de plus en plus des jeunes avocats qui aient une double formation. Une formation en France et une formation à l'étranger, ou une formation en droit et une formation en école de commerce, ou Sciences Po, pourquoi pas, bref, une double formation, avec peut-être une préférence pour la double formation France-étranger, et en toute hypothèse, une connaissance parfaite de l'anglais. Il faut pouvoir travailler en anglais. Il faut aussi maîtriser le numérique. Bon, moi, j'ai fait le plus gros, j'ai 58 ans, mais si j'avais 22 ou 23 ans, il faut absolument être tout à fait au fait de toutes les nouvelles technologies, parce que notre métier va évoluer aussi considérablement sous l'influence des nouvelles technologies et des legal tech. Il faut savoir prendre le virage. Nous sommes en train de le prendre, comme tous les cabinets d'affaires, et il faut que les jeunes soient aussi rompus à ces nouvelles technologies pour pouvoir progresser dans la profession et se développer. Donc vous attendez un petit peu un juriste multitâche qui va évidemment connaître le droit français, qui va avoir une compétence en anglais majoritairement, et puis également développer éventuellement d'autres langues, plus le numérique. Souvent, les étudiants ont un petit peu peur de la surcharge et de... Oui. Ah ben, je vais peut-être de ce point de vue-là les rassurer, parce que multitâche, non quand même pas. Nous travaillons par département, par spécialisation, donc on s'attend aussi, avant tout, il ne faut peut-être pas l'oublier, à ce qu'ils soient bons juristes dans la matière qu'ils auront sélectionnée. On est en train de voir des étudiants au rez-de-chaussée, ils nous disent moi je veux faire du droit des sociétés, moi, Maître Debosc, je veux faire du droit du travail, moi je veux faire du droit comptable et financier. Donc ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire. Et il faut qu'ils soient avant tout bons dans ce domaine-là, bien sûr. Il n'y a pas de bon avocat si on n'est pas avant tout un bon juriste. Mais maintenant, il faut compléter ça d'autre chose. Une langue étrangère, l'anglais. Disons les choses comme elles sont. Bon, on peut aussi pratiquer le néerlandais, mais dans la région. Enfin, principalement et essentiellement l'anglais et compléter ça aussi par peut-être une autre vision de l'entreprise que la seule vision de l'avocat. Pour ça, par exemple, une école de commerce apporte un bagage intéressant pour un jeune avocat, par exemple, une formation, on va dire, commerciale. Donc, conserver une branche, on va dire, classique, et puis ensuite s'adapter au marché avec l'aspect linguistique, le numérique, donc éventuellement par des formations complémentaires à l'issue ou en parallèle des études classiques. Et le numérique, c'est pour dire de ne pas être largué, parce que les legal tech existent déjà. Elles existent aux États-Unis, elles existent en Europe, et figurez-vous que le pays en Europe où elles existent le plus, là où elles rencontrent pour le moment le plus de succès, même si c'est embryonnaire tout de même, c'est en France. En France et en Allemagne, mais surtout en France. Donc si les cabinets d'avocats n'adaptent pas leurs produits, leurs services aux exigences du marché d'aujourd'hui, donc par le numérique,
eh bien les cabinets d'avocats ne survivront pas. Il faut qu'ils s'adaptent aussi à la justice prédictive, à une réactivité maximum, à une modélisation aussi de certains documents, actes juridiques, à défaut de quoi ils ne sauront pas être compétitifs vis-à-vis des legal tech qui vont se développer. On en est au début. On dit qu'en 2030, donc on avait dit 2020 au départ, maintenant on dit 2030, de ce point de vue-là, la profession aura été bouleversée, profondément modifiée. Donc 2030, c'est dans 12 ans. Il faudra être prêt. Et alors, dernière question, sur l'international, quel pays de prédilection, que ce soit dans la formation, parce que vous-même, vous êtes passé par les États-Unis dans votre formation, sûrement dans les rares étudiants qui, à votre époque, effectuaient des études également aux États-Unis, quel pays de prédilection vous verriez aujourd'hui alors, du point de vue de la qualité de la formation, les facs de droit des bonnes universités américaines restent une référence. Il n'y a aucun doute là-dessus, d'autant qu'elles ont su s'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc, les facs américaines, les bonnes... Attention, il faut prendre une bonne fac américaine. À New York, vous avez 70 facs, facultés. Bon, il faut prendre les 2 ou 3 meilleurs de New York. Il faut prendre Columbia ou New York University. Et ce que je dis pour New York est vrai pour l'ensemble des... Surtout en prendre une, mais une bonne. C'est déjà suffisamment cher. C'est pas la peine d'aller gaspiller son argent pour une université moyenne, ou moins que moyenne. Bon, après, il y a l'émergence de la Chine, qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, donc quelqu'un qui se formerait bien en Chine dans une université internationale, sinon internationale, en anglais, en chinois, c'est évidemment aussi aujourd'hui un plus tout à fait appréciable à côté des universités américaines qui restent des valeurs sûres. Maître Debosc, merci beaucoup pour votre intervention et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour des prochains événements. Merci. Entendu, merci bien.